Believe me, shit gets crazy from here. We have a job to do. That's good, isn't it? Holy shit. Tout ça, c'est du flan, tout ça. Tous ces scandales, tous ces trucs, toutes ces indignations, tous ces mecs, toutes ces politiques, tous ces bidules, c'est... Ne lance pas, toi. Mais me lance pas, on va voir. Hein? Bon, alors, où est la caméra? You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Eh, tada. Ça va devenir l'émission qui change de décor à chaque tournage, quoi, tu vois. Non, celui-là, il est beau. Hein. Franchement, ils ont pas de chauffage. You wanna come below? It's much warmer. Bonjour et bienvenue dans cette première OP 2018 spéciale On s'en bat les robignoles des bonnes résolutions, puisqu'on va témoigner du début du commencement d'un ras-le-cul larvé face à l'implacable idiocratie qui nous entoure. Ah, vous avez rien trouvé, hein? Non, il y a de moins en moins de bons films, hein, je vous le confirme. I see your point, son. Oh, ce n'est qu'un prémisse, un bruissement de feuilles dans l'océan de merde médiatico-politico-idéologico-culturel qui caractérise le monde dans lequel nous vivons, mais quelques voix s'élèvent, intelligentes et prudentes à la fois, pour conchier les effets dévastateurs de la norme libérale. What are you so happy about? I always wanted to be part of a small rebellion. Elle est pas trop basse, la caméra, là. D'habitude, elle est plus haute. Parce que j'ai mis des chaussures à talons, peut-être. Ça doit être le même problème pour Tom Cruise. Moi, j'imagine toujours, pendant le tournage, la scène d'amour avec la meuf qui est bombasse, qui va avoir des jambes qui font 2 km, et lui qui est monté sur un escabeau pour faire genre... Toujours se méfier des gens trop petits. Moi, je l'ai toujours dit. Faut se méfier des gens trop petits. Oh, ça va, on peut rire, putain. Oh là là. Après, on aura l'association des gens tout petits qui va nous appeler pour essayer de boycotter l'émission, de la faire arrêter. We spit notes in the streets. L'air n'étant plus à la brutalité du propos, il faut certes lire entre les lignes et accepter la sagesse du petit doigt levé, mais au fond, ce que ces voix nous disent avec délicatesse n'est rien d'autre que... Si la toute-puissance des médias de masse n'est pas prête encore de se fissurer, si la disneyisation du monde prend une voie de plus en plus autocratique, si la différence s'étiole désormais dans l'uniformisation d'une pensée mercantile qui, attention, je vais choquer, ne peut exister sans un humanisme chic et indigné qui lui sert à la fois de mythe fédérateur et de chape de plomb, alors il faut être malin, ne pas céder aux sirènes illusoires qui nous façonnent autant qu'elles nous enchaînent en caressant dans le sens du poil notre prétendu libre arbitre. Le libéralisme ne peut pas exister sans l'humanisme, il est la caution du libéralisme. C'est-à-dire que par la logique du libéralisme, qui est que l'homme est au centre de tout et donne sens à tout, ben la seule logique c'est le progrès. Et le progrès ne peut passer que par le commerce et la technologie, tu vois. Yeah. Bref, je vais pas partir sur des trucs trop philosophiques à la con parce qu'on va s'y perdre après. Talking for yourself, aren't you? Mais ce mois-ci, le cinéma populaire fait enfin figure de proue de ce refus d'entrer dans le moule. Par ses partis pris narratifs, par l'incongruité de ses propositions conceptuelles, mais surtout par la maestria de mise en scène à contre-courant, ce cinéma accuse en silence la norme laxiste de ses contemporains, mais sévèrement à l'amende leur incompétence célébrée et, ce faisant, questionne nos croyances en quelques vérités qui nous semblent incontestables. The truth? Yeah, I want the truth. You can't handle the truth. Shut the fuck up. Ce qui est d'autant plus ironique que les 3 films que j'ai sélectionnés ce mois-ci s'inspirent tous d'histoires vraies. Tu vas te dire, mais de quoi on parle en fait? Est-ce qu'on parle de films qui sont tirés d'histoires vraies? Est-ce qu'on parle de films qui traitent de l'histoire? Est-ce qu'on parle de films qui traitent de la vérité? Ça peut apparaître tout ça comme des idées qui partent dans tous les sens,
Mais en réalité, tout ça fait partie d'une même réflexion très actuelle aujourd'hui. Le dataïsme, c'est la religion, si tu veux, Silicon Valley du moment. Comment les flux d'informations, les réseaux sociaux sont en train de modifier fondamentalement les choses. Le monde est perçu à travers des algorithmes, donc on se dit que finalement, l'algorithme est peut-être plus important que l'homme. Il y a énormément de gens qui se posent des questions, tu vois, sur le devenir de l'humanité. Tous ces réalisateurs, ils ont cette prétention-là, qu'on le veuille ou pas, sur des films qui ont vocation à questionner l'humanité, les points de vue, les vérités, la bascule d'un monde vers un autre. Donc ce sont des thématiques assez globales qui reviennent. Vous ennuyez? Mais vous m'ennuyez pas, madame. Qu'est-ce que vous avez choisi comme film? Voilà, alors, allez voir le dernier Spielberg, hein. Oui, enfin moi, Spielberg, il est très doué dans son, voilà, au niveau cinématographique, mais qu'est-ce qui tient comme perversion, hein? Ah bon? Quelle perversion? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi. Ça se voit, et puis voilà, tout quoi. Au revoir. Is that a problem? Spielberg, Nolan et même le Villeneuve de Blade Runner emboîtent finalement le pas d'une résistance au devenir dataïste de l'humanité. Ce dataïsme a déjà conquis les sciences et il vaincra probablement. Mais les films de ce mois-ci prouvent que le vieux monde a encore de beaux restes. Comme d'habitude, nous allons donc commencer avec un véritable chef-d'œuvre qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet. On attaque cette émission avec le genre de film qui suscitera toujours une petite moue dubitative chez le geek ou le prétendu cinéphage. Il a envie de le voir parce qu'il adore ce réal qui l'a fait rêver, mais au fond, il préfère attendre son futur blockbuster de SF. Le Pont des Espions en a fait les frais, sortant dans une indifférence polie, alors qu'il réunissait pourtant parmi les plus grands artistes de notre époque. À tout cela, j'ai envie de crier « Arrêtez vos conneries et courez voir Pentagon Papers de Steven Spielberg !» Pas pour un piètre désir d'indignation politique, pas pour la hype de ses nominations aux Oscars, pas pour le portrait d'une femme qui titillerait votre indéfectible soutien à Balance ton porc, mais parce que vous allez tout simplement voir un des plus grands films de ces dernières années. Un chef-d'œuvre absolu qui sera hélas récupéré pour des raisons politiques, mais qui devrait rappeler à tout le monde ce que le mot cinéma veut dire. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning, Well, we could all go to prison. Les médias n'ont jamais compris Spielberg, mais lui a parfaitement compris les médias. Et le sujet qu'il convoque, suscitant indignation politique, comme la façon dont il évoque, suscitant émoi féministe, n'est évidemment guère innocent à l'heure actuelle. Et si l'on parlait marché, il s'inscrit dans la logique d'un spotlight préparé aux Oscars, même si bien sûr il en est l'antithèse. Certes, le film pamphlétise des croyances et des principes que l'œil averti avait tôt fait de repérer depuis longtemps chez Spielberg, mais il y a aussi conscience que l'ironie à l'échelle de l'histoire, poésie du désespoir frontal dans le Pont des Espions, se heurte à l'incompréhension, pour ne pas dire au déni, dans une ère où la réflexion et la nuance sont devenus des gros mots. Il faut donc pratiquer l'entrisme, ce que fait d'ailleurs Nolan de la même manière dans Dunkerque. Vendre ne veut pas dire se vendre, et telle est sans doute la première forme de résistance. If the government wins, the Washington Post as we know it will cease to exist. Well, we live in a world where the government can tell us what we can and cannot print, and the Washington Post, as we know it, has already ceased to exist. Aussi, quand on aborde Pentagon Papers, a priori sans embâche sur sa nature de film d'enquête journalistique, on est donc très stupéfait par le balayage immédiat de la principale composante du genre, l'enquête. En moins de 5 minutes, les révélations sur les mensonges d'État liés au Vietnam sont édictées. La question n'est donc pas la découverte d'un scoop par l'âpreté de quelques journalistes chevronnés, mais celle de la possibilité ou pas de le révéler dans un monde finalement très actuel où les collusions entre pouvoir, argent et médias sont quasi institutionnalisées. Une vérité peut-elle exister dans une ère de post-vérité dont la fonction de base est quand même de maintenir les acquis de ceux qui en pratiquent la novlangue, journalistes compris? If we don't hold them accountable, who will? we can't hold them accountable if we don't have a newspaper. De là, et conscient de l'aridité de la proposition du film, apparent manifeste pour la liberté de la presse comme on en a déjà vu pléthore, on aurait pu craindre le film de couloir bavard et indigné. Or, même si l'on sait que Spielberg ne ferait jamais un spotlight justement bavard, indigné et plein de couloirs, je défie quiconque d'imaginer jusqu'où le film nous emmène, tant en termes visuels, scénaristiques qu'émotionnels. What's next? Et ce qui m'a fasciné dans Pentagon Papers, c'est que même s'il balaie
le concept du film d'investigation dès le départ et qui te déplace le film sur autre chose. Tu restes quand même dans les conventions du film de journaliste au départ. Et tout d'un coup, visuellement, il te gangrène le film par une mise en scène totalement hallucinante qui te renvoie à du Fritz Lang, qui te renvoie à du Hitchcock. Il y a une scène de dialogue de malade où on va demander la prise de décision à cette femme, où elle prend le téléphone et tout le monde se parle. Et là, le montage. Mais je te jure, avec la caméra qui est en hauteur, qui tourne autour de la nana, avec la tension, c'est un truc, t'as l'impression de voir une scène d'Hitchcock. Cette façon qu'il a dans une scène de dialogue toute conne entre le rédac-chef du journal et son équipe de démarrer une scène, t'es sur des gens qui parlent dans l'équipe, et tout d'un coup, la caméra recule, et tu te rends compte que depuis le début, Tom Hanks est là, mais tu l'avais pas vu. Donc tout est une question de point de vue, c'est-à-dire qu'il ne te l'édicte pas. Il y a cette espèce d'entrisme que je trouve génial, c'est que je tacle les deux sujets contemporains à travers cette histoire qui vont le plus indigner les gens, et pourtant par la mise en scène, il t'intime de relativiser tout ça, il t'intime de te dire c'est plus compliqué que ça. Et le monde binaire que vous êtes en train de créer n'est pas celui que je veux. Donc j'utilise une mise en scène d'un cinéma qui n'était pas binaire, qui posait la question de la vérité, qui posait la question du point de vue. Et ça, c'est ouf. Comment, de son exposition faussement conventionnelle, mais manipulant les codes du genre, il réussit à échafauder autour du thème central de son film une vaste réflexion sur l'histoire et ses mythes, sur le basculement d'un monde vers un autre, sur la prégnance des conventions sociales et leur explosion, sur l'émancipation d'une femme jamais traitée comme une caricature crypto-féministe, le tout en déclarant par une mise en scène sidérante son amour à un cinéma qui n'existe presque plus et qu'il transcende comme la réponse du maître à tous les fossoyeurs cyniques du 7e art. Je suis désolé, mais cela relève du génie absolu. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. Pentagon Papers est bien plus que cette simple histoire vraie à travers laquelle Spielberg manifesterait son soutien à tous ceux qui quêtent une vérité. Il est d'abord une déclaration d'amour absolu au cinéma, une épopée humaine qui nous prend aux tripes comme on ne l'imaginait pas, et une leçon de courage contre tous les dictats du système qui semblent souligner les mutations actuelles, mais qui en réalité, à travers le portrait étonnant d'une femme contrainte de prendre part à l'histoire, va à l'encontre des abécédaires idéologiques du moment, à tel point qu'il faudrait une émission entière pour que je puisse en explorer tous les aspects. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper, that she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. C'est génial parce que le personnage principal devient le personnage de Meryl Streep. Et Meryl Streep n'est pas une journaliste, c'est une femme de riche qui a hérité du journal, donc qui a de la tunasse, qui est complètement dans un archaïsme de la position de la femme, si tu veux, dans la société. Et tout d'un coup, malgré elle, sans qu'elle le demande, on la place face à un devoir citoyen et une responsabilité. Donc son émancipation et son parcours de femme qui entre dans l'histoire va complètement déjà à l'encontre de tous les discours du féminisme revanchard qu'on a aujourd'hui. Tu sais, où c'est les droits avant toute chose. La question de la femme arrive presque comme le package qui suit le sens moral et la responsabilité. C'est-à-dire, avant tout, c'est une citoyenne. Et parce qu'elle est une femme dans un monde qui la nie, a finalement d'autant plus de courage. Mais il déplace l'angle de la question. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. Car ne nous y trompons pas, à l'instar de la pirouette finale très cohénienne du Pont des Espions, la dernière scène de Pentagon Papers, plus désenchantée qu'il n'y paraît, détourne ce que d'aucuns pourraient prendre pour de la naïveté. Il te raccorde, si tu veux, son histoire au Watergate. Je suis sûr, moi, que 90% des mecs qui vont voir le truc vont se dire « Ah, mais c'est génial parce que regarde, le combat de cette femme a emmené finalement à l'affaire du Watergate et à ce que d'autres journalistes dénoncent ça. » Et tu peux te dire aussi « Regarde ce magnifique combat !» En fait, ça va recommencer avec d'autres, puis ça va recommencer avec d'autres. Puis aujourd'hui, vous avez foutu Trump au gouvernement. Il y a une espèce d'éternel recommencement dans cette scène finale que suscite cette scène finale qui pour moi était plus genre allié à la mise en scène que j'ai vue avant. Je ne peux pas prendre ça pour quelque chose d'innocent, c'est impossible. Spielberg n'a jamais été le cinéaste des bons sentiments comme on l'a bêtement taxé. Il est d'une lucidité toute philosophique et Pentagon Papers en est une démonstration implacable. Bref, chef-d'œuvre absolu. Bon, on s'arrête une seconde et on mesure pleinement que je m'apprête à chroniquer un film de Christopher Nolan. Or, ceux qui connaissent bien cette émission savent que j'ai eu tendance à le mettre dans le panier crypto-intello qui prend la pause, aux côtés des inénarrables Ridley Scott, Denis Villeneuve ou Darren Aronofsky, sainte trinité de la branlette vaniteuse faite cinéaste.
Et ce, depuis le 3e Batman, prémisse de ces futurs pensums lourdingues qui se croyaient plus intelligents qu'ils n'étaient. We let you down, didn't we? Et puis j'ai vu Dunkerque. Et même si je ne suis pas totalement convaincu par ces procédés narratifs, j'ai quand même pris dans la gueule du cinéma comme je n'en avais pas vu depuis longtemps. Il paraît qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça tombe bien, je serais peut-être moins con aujourd'hui. Que les choses soient claires, je ne vais pas vanter soudain la carrière de Nolan, mais j'ai une affection profonde pour Dunkerque. Car le film se pose sinon comme une incongruité conceptuelle, en tout cas comme une proposition radicalement différente dans la petite catégorie des blockbusters qui coûtent une blinde. Bien sûr, la position de Nolan lui offre le luxe de ses audaces, mais il pourrait ne pas le faire et caresser l'audience dans le sens du poil, ou bien on pourrait ne pas le produire. C'est marrant, c'est presque enthousiasmant de dire ça. Dans Dunkerque, il y a d'abord l'envie profonde d'offrir une expérience visuelle hors du commun qui signe, qu'on aime ou pas les précédents films du bonhomme, un véritable amour du cinéma, comme art, comme artisanat, comme vecteur d'émotions brutes. Je ne reviendrai pas sur les longues diatribes sur la péloche, le 70 mm, la musique, l'étalonnage, mais tous les premiers plans du film, peignant cette gigantesque plage où ciel et terre se confondent, sont stupéfiants, empreints de la démesure propre au cinéma muet. Il y a comme du Eisenstein qui ressurgit au détour de cette armée qui s'étend jusqu'à l'infini. Alors là, tu le vois mal, mais putain, il y a des plans comme ça, ciel, terre, tu sais, chez Eisenstein, jusqu'à l'infini, enfin bon, ça m'a fait ce petit effet... sur certains plans de Dunkerque, que j'avais pas vu au cinéma depuis mais une éternité. D'avoir un mec qui te fait... En quelques minutes, c'est d'abord le cinéma, plus que le sujet du film, qui est réellement mis en scène. L'enchaînement monstrueux des plans au premier mouvement de la foule attaquée, cette caméra qui refuse d'abord les limites de son propre cadre, jouant parfois avec brio sur une profondeur de champ dingue, puis matérialisant par 2 gigantesques pylônes, un cadre dans le cadre. Difficile de ne pas penser à l'anecdote sur David Lean, qui trouvait un paysage plus beau dès lors qu'un cadre en offrait un point de vue. Cet amour du cinéma, contrairement à un Villeneuve qui privilégie la beauté d'un plan au sens du découpage, se poursuit dans Dunkerque avec un montage intense qui gère superbement sa temporalité et qui étouffe le spectateur en opposant le temps qui s'étire à l'immensité d'un espace pourtant clos et menacé. Ce qui réussit extrêmement bien, c'est cette tension permanente qui te fout avec rien. C'est tout sur le contraste et le paradoxe, ça j'adore, c'est une tension alors que le temps est dilaté, qu'il ne se passe rien, et qui se confronte à un espace infini, et pourtant dans ton esprit on t'a bien expliqué intelligemment en 3 lignes que c'est un piège en fait, c'est une cage. Et ça c'est super malin. How many men are they talking about, sir? Churchill wants 30,000, Ramsay's hoping we can give him 45. There are 400,000 men on this beach, sir. We'll just have to do our best. Tout cela avec intelligence, sans frime, simplement maîtrisé par un cinéaste qui sait ce qu'il fait. Moi j'ai trouvé ça brillant. Mais pour être honnête, c'est bien la note d'intention thématique qui est la plus intéressante. Il faut quand même une grosse paire de coronesses pour vendre un film de guerre sur la bataille de Dunkerque, qui en réalité s'affirme comme l'antithèse du film de guerre et qui jamais ne traite la bataille de Dunkerque en tant qu'événement historique. Ce leurre, d'autant plus magnifique que le début du film s'inscrit dans les conventions du genre, te la met profondément à l'envers, est intime de penser, comme ça, l'air de rien, à un questionnement profondément philosophique, la nature, le sens et la valeur de l'histoire. La narration éclatée n'y est soudain plus une affaîtrie arty, ni la forme naïve qu'aurait choisi Nolan pour simplement mettre un point d'honneur à valoriser l'importance de la petite histoire sur l'autel de la grande. Elle est la métaphore de la question du point de vue, donc des vérités fragmentaires qui constituent l'histoire. Et l'on est soudain plus très loin des questionnements de Pentagon Papers. L'architecture globale du film te dit, quand même, en train de te dire, l'histoire c'est une vérité fragmentaire. Donc je vous fragmente le récit et je vais vous montrer des points de vue. Et ce côté très abstrait, très conceptuel du début du film, allié à l'architecture d'une narration éclatée, je trouvais ça extrêmement pertinent par rapport au sujet abordé. Where the hell were you? They know where you were. Peut-être que Nolan n'avait pas cette prétention, ironie de mon rapport à son cinéma sans doute, lui qui scandait en interview vouloir avant tout faire ressentir aux spectateurs la peur constante que vivaient ses soldats, mais il est difficile d'imaginer que de tels partis pris soient innocents. D'autant que les points de vue choisis, du ciel, de la mer et de la terre, ont eux aussi une forte valeur symbolique.
Si je ne crie pas au chef-d'œuvre, c'est que ce que racontent ces petites histoires n'est pas toujours d'une finesse ou d'une pertinence folle, et que leur recoupement final est au bout du compte la conclusion attendue qu'on aurait espéré plus audacieuse, parce qu'elle réduit à un humanisme peu facile la portée des questionnements antérieurs. Ce qui me gêne au final, c'est que tout ça n'aboutisse qu'à un recoupement très collision. Tu te rappelles le film ? Ce truc-là qui est aussi simple de « Ah, ben en fait, ces trois personnages vont se retrouver à un moment clé qui serait donc symptomatique de c'est une histoire humaine avant tout, la guerre, et qu'un mec peut sauver... » Enfin bon, si c'est juste pour me dire ça, c'est dommage. T'aurais travaillé un peu ça, t'aurais été plus subversif, plus transgressif, tu serais pas allé vers des trucs d'humanisme attendu. L'humanisme, il a bon dos pour expliquer tout, pour justifier tout, et pour sacraliser tout ce que tu es aujourd'hui. Enfin, la guerre, c'est tout sauf ça. I share your frustration, Colonel. L'architecture narrative a finalement plus de sens que les situations qu'elle dépeint, et cette dissonance empêche à mes yeux au film de toucher au sublime. Mais s'il n'est pas un chef-d'œuvre, Dunkerque reste quand même assurément un très bon film. We're building nations down there, Barry. It's America at its fucking finest. And we could use someone like you. Pour finir, et comme d'hab désormais, on quitte les hautes sphères du grand cinéma qui est ou se voudrait lourd de sens pour aller tâter du petit cancre dans les bas-fonds délicieusement formatés de la désinvolture contemporaine. Et pourtant, Barry Seal, American Traffic, le dernier Tom Cruise, avait un sujet en or qui, bien traité, aurait pu lui donner l'envergure dans la déconne qui lui fait cruellement défaut. That is fucking crazy, man! Whoa! Mais avant de parler de ce truc faussement cool et juste con, en fait, il faut se demander si la scientologie, la cocaïne ou tout simplement l'âge canonique n'ont pas définitivement perdu Tom Cruise pour qu'il se plante comme ça 3 fois d'affilée. Holy shit. Ah putain, il est loin le temps où dans cette même émission, je pouvais vanter le fun, l'efficacité et l'exigence des films de Tom Cruise. Dernier rempart contre une marvelisation rampante du siloge d'action. Depuis, le bougre ressemble au Captain Bigleux, incapable de lire un bon script ou de se rappeler que sa plus grande force était de choisir intelligemment les talents qui allaient lui servir la soupe. Who thought that was going to be a problem? Cela dit, après une suite à Jack Reacher... Jacques Reacher. Faut le garder comme ça. Cela dit, après une suite à Jack Reacher, plus grabataire tumeur, et une tentative honteuse de se plier à la manie cathodique des Cinematic Universe, on pouvait espérer qu'en retrouvant le réal d'Edge of Tomorrow pour une histoire vraie garantie sans spin-off ni prequel, le bougre allait inverser la tendance. Certes, Doug Liman a toujours été un faiseur sans âme, capable de soutenir un bon script et de faire plonger un mauvais, mais vu l'intention affichée de nous raconter une fresque 70s sur l'hallucinant parcours d'un pilote roublard qui bossa en même temps pour le cartel de Medellin, pour la CIA, pour la DEA, avant de se retrouver au cœur de l'Iron Gate, on se disait que merde, il y avait matière à pas trop se planter. See, I told you that was going to be easy. Mais c'était sans compter la désinvolture tendance on s'en bat les couilles de l'ensemble des talents impliqués. Tout est traité sur un putain de mode encéphalogramme plat où t'as l'impression que la seule chose qu'ils se sont dit c'est « Hé, Tom, tu mets la mèche rebelle, tu souris tout le temps, pendant tout le film, c'est genre tout est cool. » Mais genre tout est toujours cool. Dans la lignée d'un War Dogs et bien avant lui d'un Air America, qui devrait faire sourire les vieilles peaux comme moi, Barry Seal s'inscrit dans cette lignée de comédie d'aventure, revisitant l'histoire à des fins iconoclastes, dont le modèle absolu reste toujours l'inébranlable de l'or pour les braves. Oh, this is legal? If you're doing it for the good guys, yeah. Mais ce que tous ces ersatz ont oublié, hormis un roi du désert qui reste, si je ne m'abuse, le seul héritier digne de ce nom, c'est que l'on peut exploiter une page sombre de l'histoire avec humour et légèreté, sans en effacer les réalités et les enjeux géopolitiques, et en mettant en perspective les fissures de ces personnages hauts en couleur. Il y a cette intelligence de passer de la comédie par rapport à la flip abyssale, malgré tout, de ce qui est en train de se passer. C'est ce contraste-là qu'il faut jouer, qui est hyper intéressant. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le traiter dark, c'est ça qu'ils comprennent pas. Mais le traiter, bordel de merde, t'as des possibilités infinies pour créer du symbole, pour créer de l'ironie, pour créer du sarcasme, pour dire des choses qui vont être très fun et avoir des choses très dark derrière. Enfin, c'est le principe de ce que fait un bon film de gangster quand c'est un Scorsese, où tu vas avoir la jouissance du mec, c'est Yalla, tu vois, c'est Scarface, c'est genre la thune qui tombe à flot, la belle vie et tout, et puis derrière tu te manges sévère. All right then.
À cet homme, Barry Seal n'a tellement rien compris qu'il en devient presque une caricature, aplanissant d'un bout à l'autre la vie pourtant rocambolesque de ce pilote sans état d'âme, réfutant toute aspérité sur le personnage qui pourrait offrir un contrepoint sarcastique, Tom Cruise forçant le sourire Colgate comme garantie de sa coolitude. I'm sorry, I don't know what you're talking about. No? Et oubliant toute ironie sur son parcours d'ordure qui survole littéralement les affres de l'histoire. That motherfucker can sleep anywhere. Wake up, Bill. Il y avait pourtant de quoi injecter 1000 symboles jouissifs dans ce récit hallucinant, mais il fallait pour cela que Doug Liman ait un point de vue de mise en scène susceptible de contraster par l'image une intrigue métronymique traitant tous les aspects de cette histoire sur la même gamme soporifique. Mais ce dernier, visiblement en mode j'encaisse le chèque et je picole des mojitos, nous offre un monument de clichetons je m'en foutiste qui vont de l'abus de filtre vintage tout pourri au score le plus attendu du monde. Comme si le but était de torcher une pub L'Oréal 70s nostalgico-cynique tendance parce que je le veux bien. Well, that sounds fucking made up, Barry. Les narcos, les espions, les mensonges d'État, les contrats, tout ça, on s'en balance et ça peut être expédié le temps de 2 dialogues. Now, in those days, the Cold War was in full swing. The Soviets were backing communist insurgents all over Central America. Dès que tu parles de l'Iron Gate et tout ça dans le film, c'est presque de la voix off en 2 phrases. Genre, ah ouais, alors ils avaient décidé que les communistes, ça les faisait chier. Alors après, tu peux dire, oui, ce mec-là s'en branlait, il était inconscient, il y avait une forme d'insouciance chez ce bonhomme. Et que peut-être cette insouciance pouvait se traduire par un film outrancièrement léger par rapport au cadre qu'il traite. Mais dans ce cas-là, il faut me parler du mec. Il faut me creuser ce bonhomme. Il faut me le dépeindre. Et là, c'est rien. Maybe I should have asked a few more questions. Alors je veux bien qu'il soit plus difficile aujourd'hui de financer un film sur la politique exécrable du gouvernement ricain à cette époque, encore que Pentagon Papers vient de prouver le contraire, et que comme War Dogs ou Big Short, la pilule passe mieux avec le sourire, mais encore faudrait-il avoir une putain de pilule à faire passer. C'est ça le drame de Barry Seal, il s'empare d'une période de l'histoire riche de sens pour en effacer littéralement le sens au profit d'une désinvolture cynique, racoleuse et d'un ricanement de teubé. Dans sa volonté de fausse insouciance fière de ses effets, Barry Seal ne serait-il pas, au fond, l'incarnation absolue de l'idéologie culturelle dominante? Il y a une espèce de désinvolture crasse qui frôle le je m'en foutisme et l'idiotie qui est assez symptomatique du monde dans lequel on est. Tu vois ce que je veux dire? Hot damn. Oh, honey, what's the old question? If this ain't the greatest country in the world. Opération Frisson, c'est terminé. Alors, Incredible Amazing, Give Me the DVD, You Punk Motherfucker, ça fait des années qu'on n'en a pas eu. Et c'est le film le plus pourri de l'émission. Par contre, alors Dunkerque, vous l'avez tous vu, on n'en parle pas. Courez voir le Spielberg, c'est un putain de film comme on n'en fait vraiment plus. C'est vraiment absolument génial. Sur ce, je vous dis au mois prochain, je n'ai strictement aucune idée de ce qu'on va faire comme d'habitude. Il faut que tu mettes des images de Too Sexy for My Shot. Juste pour que, après ces prises de tête à la con, on finisse sur quelque chose de fun, quoi, de beau. Shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave